C'est amusant la vie parfois. On ne se rend pas compte qu'on construit une grande partie de sa culture quelque part entre 15 et 30 ans. Ce n'est qu'en se penchant sur ses souvenirs après coup qu'on constate que certaines passions se concrétisent à des moments précis. Il existe même des moments particuliers où plusieurs passions convergent et se retrouvent réunies en un même endroit. Cet endroit, pour moi, ce sont les 7 vies de l'Épervier. Récits de la grande et de la petite histoire, fantastique, de cap et d'épée, les 7 vies de l'Épervier, c'est tout ça à la fois. J'avais 15 ans quand je suis tombé par hasard sur cette BD dans les rayons du CDI de mon lycée. Et mon voyage, aux côtés d'Ariane, de Germain et de l'Épervier, n'a jamais cessé depuis. Mais les 7 vies de l'Épervier, c'est quoi pour commencer? On va prendre le temps de découvrir ça tous ensemble. Bonjour à tous, c'est Fabien, soyez les bienvenus dans ce deuxième numéro des dossiers de la BD, consacré à ce chef-d'œuvre que sont les 7 vies de l'Épervier. Publié aux éditions Glénat à partir de 1983, les 7 vies de l'Épervier est constitué de 7 tomes, dont le dernier sortira en 1991. C'est une série dessinée par André Juillard et scénarisée par Patrick Cotias. Le trait réaliste et dynamique du premier se mêle avec brio au récit historico-fantasmé du second, pour nous dépeindre les aventures d'une large galerie de personnages attachants, au destin tantôt épique, tantôt tragique, où la fiction se mélange à la réalité, tissant des trames narratives fascinantes, dignes des plus grandes œuvres de cap et d'épée. Nous sommes dans la France d'Henri IV, lorsque naissent simultanément le futur Louis XIII, à Saint-Germain-en-Laye, et la petite baronne Ariane de Troyes dans le froid hiver d'une Auvergne austère, qui peine à rejoindre le siècle dans lequel elle vit. Et si l'on suit les jeunes heures parisiennes de notre roi en devenir, le cœur de cette histoire est bien évidemment la jeune Ariane, dont le destin va apporter bien des surprises et autant de malheurs. Car Ariane, fougueuse, indisciplinée et bagarreuse, ne se satisfait pas de sa condition. Dans le château en ruine de son père, désargenté, elle n'a pour seul compagnon de jeu que son frère aîné Guillemot, qui ne partage pas vraiment son goût de l'aventure. Révolté par les provocations du comte de Bruyanfou, le bruyant voisin de son père, lui-même devenu triste et mélancolique depuis le décès en couche de sa femme, Ariane se prend de passion pour les exploits d'un justicier local qu'on appelle l'Épervier ou encore l'homme au masque. Ce virtuose de la rapière défie la noblesse locale et emporte le cœur de la jeune adolescente. Leurs destins vont alors s'en mêler, menant Ariane de l'Auvergne à Paris à la rencontre des grands personnages de son temps. Malheureusement, à ce destin s'ajoutera la perte de ceux qu'elle aime, de nombreux traumatismes qui jalonneront son cheminement vers l'âge adulte. Sous ses apparences plutôt sérieuses, la série s'autorise tout de même de nombreux clins d'œil. Par exemple, la plupart des personnages ont des noms inspirés d'oiseaux. Le frère d'Ariane s'appelle Guillemot de Troyes, et un Guillemot, eh bien, c'est ça. Et ça marche avec la plupart des personnages. Bruyanfou, Condor, Torchepeau ou encore Traquet pour ne citer que. Non, ce qui est amusant avec cette saga, c'est que bien qu'elle soit la plus connue, elle n'est absolument pas la source de tous les récits qui l'entourent, mais une simple émanation d'une histoire plus ancienne, qui se nommait sobrement Masque Rouge. On suivait alors à Paris les aventures de Masque Rouge, donc justicier parisien, sous les traits duquel se cachait une baronne mystérieuse. Lassés du format épisodique, laissant peu de place à l'approfondissement, Cotias et Juillard vont alors créer les 7 vies de l'Épervier, récit étendu sur une période plus large, au cours de laquelle ils auront plus de latitude pour développer les destins de leurs héros. Car c'est bien ici de destin qu'il s'agit. Malgré tous leurs efforts, les protagonistes sont prisonniers des dessins tissés pour eux par un architecte mystérieux qui pourrait bien être le diable lui-même. La sphère des 7 vies s'étend donc à d'autres œuvres, nombreuses, qui se déroulent avant et après la série, et qui ont pour particularité de partager des personnages fictifs en commun qui reviennent au premier ou au second plan selon les récits, accompagnés de personnages historiques bien réels. L'ensemble de cette immense saga englobe de fait les séries suivantes. Les Tentations de Navarre, Le Chevalier, La Mort et le Diable, Masque Rouge donc, Le Fou du Roi, qui se passe avant les 7 vies, puis Cœur Brûlé, Plume au Vent, suite directe de l'histoire d'Ariane, aussi appelée la Seconde Époque, Ninon Secrète, Le Masque de Fer, et enfin, la troisième époque de la série principale qui renoue avec la trame d'Ariane. 2 tomes sortis, la suite est à venir. Pour savoir comment ces séries communiquent entre elles, je vous laisserai le soin de vous y plonger vous-même, sinon cette vidéo va durer genre des heures. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi je m'embête à vous parler d'une vieillerie? Les années 80, ça fait 30 ans que c'est fini. Eh bien, c'est simple, même 30 ans, 40 ans que c'est fini. C'est simple en fait, c'est parce que, tout comme les grands romans qui vieillissent jamais, les 7 vies de l'Épervier n'a rien perdu de sa saveur ni de sa finesse avec les années. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes épopées. Se plonger dans les 7 vies de l'Épervier, c'est partir à la rencontre des personnages ancrés dans leur temps,
permettant d'entrer par la grande porte, comme par la petite, dans l'histoire de France, s'articulant autour de 3 rois d'exception, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Si la série emprunte beaucoup au genre de KPDP, elle nous propose néanmoins pléthore de personnages nouveaux, souvent truculents, sensibles, héroïques, pathétiques, et chaque destin, qu'il soit grand ou petit, n'est jamais dénué de fond. Du paysan qui souffre de la famine au roi qui s'est pris de chiasse, tout le monde en prend pour son grade. C'est d'ailleurs une des grandes qualités de Patrick Cotias, le scénariste, que de nous rendre très humains ces personnages qu'on ne connaît souvent que par les livres d'histoire. À chaque page, la qualité de l'écriture impressionne. Les dialogues sont d'une efficacité extraordinaire, vivants, ponctués d'expressions joviales, particulièrement réjouissantes, sans jamais tomber dans la facilité. La capacité de Cotias à entremêler les destins de ses personnages sans jamais sacrifier l'un ou l'autre est extraordinaire. Côté dessin, Juillard n'est pas en reste, loin s'en faut. Et si on peut trouver un petit côté old school au découpage du premier tome, on arrive très vite à un style très efficace, anatomiquement parfait et très réaliste, sans jamais être figé. Peu d'artistes franco-belges saisissent aussi bien le mouvement de leurs personnages, ce qui va s'avérer très utile dans les scènes de combat. Car oui, Les 7 vies, c'est aussi un récit de KPDP, à l'heure de la rapière, des duels d'honneur et des bottes de Nevers qui ne disent pas leur nom. Ariane, Germain, l'épervier, le chevalier Condor, tous ces as de l'escrime, ces bretteurs agiles et habiles virevoltent et s'étripent avec élégance. Et si j'avais une passion d'enfance pour les 3 mousquetaires, mon attrait renouvelé pour la rapière dès l'adolescence, qui m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, vient très probablement de ces nombreuses heures que j'ai passées à regarder l'épervier affronter ses ennemis. Quand, en 2010, j'ai créé ma série jeunesse Un pour tous, la jeunesse des mousquetaires, j'avais exactement dans l'idée de retrouver, à ma modeste échelle, la dynamique entre histoire et invention, entre grand et petit destin, de ce que j'avais lu dans les 7 vies de l'épervier. D'ailleurs, les auteurs se permettent même des apartés pertinentes, en faisant s'affronter épée médiévale ou encore katana face à la rapière qui dominait les duels à l'époque. Petit moment d'histoire. Mais saviez-vous qu'au début du XVIIe siècle, une délégation de diplomates et de samouraïs est venue du Japon, traversant le Pacifique puis l'Atlantique pour venir échanger d'abord avec le Portugal, puis l'Italie. Lors de leur voyage, ils s'arrêtèrent d'ailleurs au port de Saint-Tropez. Maintenant, vous savez qu'à un moment donné de l'histoire, des mousquetaires ont eu l'occasion de rencontrer de vrais samouraïs. Je pourrais m'étendre des heures sur les innombrables qualités que je trouve à cette saga, qui est pour moi une des plus grandes aventures que la BD a su nous offrir. Loin d'être terminée, la saga se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné un peu plus haut, les 7 vies se poursuivent par les aventures américaines d'Ariane dans les 4 tomes de Plume au vent, qui forment ensemble la seconde époque des 7 vies. La troisième époque retrouve le nom officiel de la saga et voit le retour à Paris d'Ariane. Malheureusement, ce 13e tome de la saga, 7 plus 4 plus 2, faites le calcul, ce 13e tome donc sera le dernier réalisé en duo par les auteurs. En effet, avec les années, les conceptions de l'un et de l'autre sur la façon de mener le récit ont divergé, et André Juillard laissera donc la main au dessinateur Milan Jovanovic à partir du prochain tome. À propos de son départ, André Juillard déclarait à BD Zoom en juin 2021, éprouvé, je cite, « Un petit pincement au cœur, en effet. Ariane m'accompagne depuis plus de 40 ans. C'est une personnalité attachante à laquelle, voyez-vous, je me suis attaché. » Et il concluait de la sorte, « À mon âge, et malgré mon optimisme, je me sens obligé de faire des choix. Je quitte, avec un certain regret, des personnages à qui je dois beaucoup de mes plaisirs de dessinateur. Mais je ressens le besoin d'en retrouver d'autres avec qui j'ai passé trop peu de temps. » Dans le même dossier, c'est Patrick Cotias qui évoque en des termes un peu plus équivoques la fin de leur collaboration. À nouveau, je cite, « Ayant bien compris, à mes frais, qu'André Juillard et tous ses bons amis s'obstinaient à considérer mon interprétation parfaitement crédible du personnage de Molière, très important dans la suite de la saga, comme un boulet, et concernant certains de ses choix scénaristiques, voici ce qui nous expliquait les réactions du dessinateur qui, selon lui, avait refusé d'illustrer une séquence, n'a pas marché sur une autre, et était tellement peu enthousiasmé qu'il a fait perdre 7 années à la série. On sent comme une petite tension, vous ne trouvez pas? Et il semble bien en effet qu'un fossé s'est créé entre les attentes des deux auteurs. Il était nécessaire et salutaire que cette prolifique collaboration trouve son terme. Avant de conclure, je tiens quand même à m'excuser à titre personnel, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à obtenir de réponse des auteurs quant à une éventuelle interview. J'aurais adoré pouvoir vous donner leurs sentiments sur leur série comme je l'ai fait pour l'Enfeust dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous engage à aller jeter un œil à ce premier dossier de la BD dont je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Les 7 vies de l'épervier, surtout la première époque, que j'ai lu et relu d'innombrables fois, c'est donc un de mes immenses coups de cœur BD, une œuvre que je classe au sommet des grandes sagas d'inspiration historique, qui a le mérite de faire vibrer, de faire frissonner, de faire voyager, et d'être pour beaucoup une fenêtre ouverte vers un pays lointain et pourtant si proche, la France d'un autre temps. Loin des livres d'histoire, mais si proche des gens qui en furent le cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et si elle a su vous divertir, merci d'aider la chaîne à grandir. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour ne rien rater des prochains dossiers de la BD. Pour ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt.
Eh, au fait, si tu as une idée pour un prochain dossier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.